Je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir Jessica Dubois, qui est chercheuse à l'INSERM, qui est chercheuse à Neurospin, mais également maintenant à l'hôpital Robert Debré depuis quelques mois, et qui a réalisé avec mon épouse Ghislaine et d'autres chercheurs comme Lucie Herspanier des travaux absolument pionniers sur l'imagerie du cerveau du petit enfant. On va voir ces images extraordinaires qui sont maintenant d'une résolution extraordinairement fine et qui nous disent énormément de choses sur le développement du petit enfant, du point de vue anatomique et je crois à la fin de l'exposé fonctionnel. Alors Jessica est l'une des chercheuses de référence dans ce domaine. Elle a fait un parcours très intéressant puisqu'elle est issue de l'école centrale. Donc elle est ingénieure et elle a ensuite fait une thèse dans une école doctorale qui s'appelle l'interface physique-biologie et qui permet d'accueillir des physiciens qui se dirigent, qui redirigent en quelque sorte leur formation en direction de l'imagerie cérébrale et de la biologie. Et je pense que nous sommes dans un domaine qui est typiquement interface ou même hyper-interface, puisqu'il y a l'interface physique-biologie en est une, mais il y a aussi l'interface psychologie-biologie, il y a l'interface philosophie-biologie, il y a l'interface vers l'informatique et le décodage et les méthodes d'intelligence artificielle. Donc on est vraiment dans une discipline qui est frontière en quelque sorte, et tu fais partie de ces gens qui ont franchi les frontières pour passer de l'ingénieur et de la physique vers la biologie. Alors, Jessica est l'auteur de très nombreux articles que vous pourrez trouver sur le site du laboratoire Unicog. Si vous cherchez Unicog, vous allez voir ses publications. Et également récipiendaire de plusieurs prix, dont un tout récent. Et donc, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jessica. Merci beaucoup. Pendant ce séminaire, je vais vous parler de l'organisation, surtout anatomique, du cerveau du nourrisson. Alors, vous avez tous déjà vu des bébés et à quel point ils changent après la naissance. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement surprenant. Donc, le bébé va être capable d'acquérir tout un tas de compétences après la naissance. Et puis, après, il va être capable d'apprendre tout un tas de choses au cours de l'enfance. Alors, bien sûr, tous ces changements vont reposer sur un développement très intense de son cerveau. Et dans l'espèce humaine, en fait, on sait que cette croissance du cerveau est très intense pendant le dernier trimestre de grossesse et puis pendant les 2 premières années après la naissance. Après, la croissance continue, le développement continue, bien sûr, mais ça va se faire de façon plus lente que pendant ces premiers mois. Ça, c'est vraiment une des choses qui est caractéristique de l'espèce humaine, parce que quand on compare avec des espèces de primates non humains, cette phase de croissance très intense, elle va se faire surtout in utero. Et donc, le fait que le développement soit très important en postnatal, aussi chez le bébé, va faire que le développement du cerveau du bébé va être très dépendant de l'environnement postnatal du petit enfant, en plus, bien sûr, de tout un tas de déterminations génétiques que l'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc, dans cet exposé, je vais essayer de vous présenter un certain nombre de principes sur le développement du cerveau du tout petit, en vous montrant qu'il y a de très nombreux mécanismes, bien sûr, qui sont impliqués, que le cerveau du bébé présente une architecture anatomique et fonctionnelle très précocement, et qu'en postnatal, on va avoir d'intenses changements qui vont se faire à des rythmes différents en fonction des fonctions cérébrales qui sont impliquées, et que cette maturation va refléter le développement fonctionnel du tout petit. Donc, je vais essentiellement vous présenter des études en imagerie, mais pas seulement. Et donc, voilà un peu l'aperçu du séminaire de l'exposé qu'on va suivre aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous présenter tout d'abord un certain nombre de fondamentaux sur le développement prénatal du cerveau, pour savoir d'où on part à la naissance. Puis, je vous présenterai tout un tas d'études que nous avons donc menées à Neurospin et aussi en collaboration avec des équipes hospitalières pour explorer le développement anatomique, essentiellement en postnatal chez le bébé. Puis nous verrons comment on peut mettre en relation le développement anatomique du cerveau avec le développement fonctionnel du bébé. Donc pour commencer, qu'est-ce qui se passe in utero ? Eh bien, le développement du système nerveux commence vraiment très tôt pendant la grossesse, avec la formation du tube neural à quelques jours chez l'embryon. Et déjà à 50 jours, on a les différentes vésicules cérébrales qui sont donc en place chez le tout petit. Et donc ça, c'est un embryon de 50 jours où on voit déjà tout ce système nerveux qui est très bien développé. Dans l'exposé, on va beaucoup s'intéresser au cortex, c'est-à-dire la couche de neurones qui se trouve en périphérie du cerveau.
Et donc ce cortex va être formé par des neurones qui sont issus de zones germinatives, de zones où ces neurones vont être créés. Et ensuite, ces neurones vont migrer, notamment vers le cortex, avec deux types de phénomènes. La migration qu'on dit radiaire pour les neurones excitateurs et une migration tangentielle pour les interneurones inhibiteurs. Donc, au cours du développement, on va voir différents compartiments au sein du cerveau, avec donc les zones prolifératives, les zones germinatives au centre du cerveau, la plaque corticale ici en périphérie, avec également un compartiment transitoire qu'on appelle la sous-plaque, qui est constitué des premiers neurones qui sont formés au cours du développement. Et puis entre les deux, on a ce qu'on appelle la zone intermédiaire qui va devenir ultérieurement la substance blanche. Ici, donc on a l'organisation de ces différents compartiments au terme de la grossesse, donc chez le fœtus. Une fois que ces neurones sont en place, ils vont commencer à développer des connexions les uns avec les autres. Donc c'est un phénomène qui commence in utero, donc avec ici encore la sous-plaque, la plaque corticale. Et donc ces neurones vont développer des embranchements, des arborisations dendritiques. Ils vont établir des synapses entre eux qui vont leur permettre de communiquer les uns avec les autres. Après la naissance, ce développement continue de façon considérable, avec une formation très intense des connexions en postnatal. Donc vous voyez la densité d'arborisation dendritique qui augmente considérablement. Puis dans un second temps, on va avoir un élagage des connexions pour qu'il ne soit gardé que des connexions qui sont vraiment utiles dans le fonctionnement des réseaux cérébraux. Donc toutes les connexions qui ne sont pas utilisées vont être supprimées, élaguées. Donc ce phénomène de développement de la connectivité et la synaptogénèse va se faire par phases progressives au cours du développement. Donc pour la synaptogénèse, on a des phases de croissance très intenses, notamment de part et d'autre de la naissance, puis une phase de suppression des synapses non utilisées, avec notamment une perte considérable au moment de la puberté. Ce développement-là va se faire à des rythmes différents selon les fonctions cérébrales, selon les régions. Donc vous voyez sur cet exemple que pour le cortex visuel, la synaptogénèse atteint un pic peu de temps après la naissance, alors que ce pic se fait plus tardivement dans d'autres régions du cerveau. Les neurones vont aussi établir des connexions à longue distance entre eux via leurs longs axones. Et ça va se faire dès très tôt au cours de la grossesse, donc dès quelques mois après la grossesse, après le début du développement, ces connexions vont commencer à se mettre en place. Il va d'abord y avoir des connexions avec des régions sous-corticales, comme le thalamus, et au fur et à mesure, ces axones vont se développer. Initialement, ce compartiment de sous-plaque, ce compartiment transitoire, va jouer un rôle considérable parce qu'il va servir de relais au développement des connexions, notamment les connexions thalamo-corticales. Et puis, au fur et à mesure du développement, il va y avoir établissement de connexions à longue distance au sein du cortex. Donc, si on regarde un peu ce développement des grands faisceaux qui vont constituer notre cerveau et permettre aux différentes régions du cerveau de communiquer entre elles, eh bien, on voit que ces grands faisceaux vont se développer très tôt au cours de la grossesse et ils vont vraiment être en place au cours du dernier trimestre de grossesse. Et ça, c'est valable pour tout type de faisceaux, que ce soit des faisceaux de projection, c'est-à-dire les faisceaux qui font communiquer le cortex avec les régions corticales, mais aussi des faisceaux commissuraux qui permettent aux deux hémisphères du cerveau de communiquer entre eux, et également pour des faisceaux associatifs qui vont lier différentes régions du cortex entre elles. Du coup, à la naissance, la connectivité à longue distance est essentiellement déjà en place. Après la naissance, ce qu'on va observer, c'est à nouveau un élagage des connexions qui ne sont pas pertinentes. Donc, c'est un phénomène qu'on suppose se passer pendant la première année postnatale. Et puis, il va y avoir le développement de fibres à courte distance qui vont connecter des régions du cortex proches entre elles. Après la naissance, tout n'est bien sûr pas fini et il va y avoir tout un tas de mécanismes qui vont impliquer beaucoup les cellules gliales, c'est-à-dire ces cellules qui permettent aux neurones de fonctionner correctement. Donc, si on regarde ici après la naissance, le nombre de neurones, il est plus ou moins stable. La neurogénèse est à peu près terminée, même si elle se fait encore dans certaines régions. Par contre, si on s'intéresse à des cellules gliales comme les astrocytes ou les oligodendrocytes, on voit que leur nombre change encore de façon considérable après la naissance. Et notamment, ces oligodendrocytes vont être impliqués dans le processus qu'on appelle la myélinisation.
Donc la myélisation, c'est en fait l'enroulement d'une gaine de myéline autour des axones des neurones. Cette myéline va permettre à l'information nerveuse d'être conduite plus rapidement dans les axones. Et cette myélinisation, elle va débuter un peu pendant la grossesse, mais elle va se faire après surtout en postnatal. Donc ici, on a des images obtenues en post-mortem avec un marquage de la myéline. Et on voit la myéline ici en noir, et on voit qu'elle va progresser à différents rythmes selon les régions cérébrales, avec une myélinisation précoce des régions centrales, puis une progression vers la périphérie pour finalement avoir une substance blanche très myélinisée chez l'adulte. Donc ça, c'est valable pour la substance blanche interne, profonde, mais également pour la substance blanche qui se situe juste sous le cortex. Et on voit donc sur ces représentations obtenues par Flechsig que la myélisation sous-corticale va se faire à des rythmes différents, avec une myélisation très précoce pour les régions sensorimotrices primaires, donc qui permettent au bébé de traiter toutes les informations sensorielles de son environnement, et une maturation plus tardive des régions associatives ici en blanche. Donc on peut en fait mettre en évidence des cycles de myélinisation. Donc ici, on a tout un tas de régions cérébrales qui ont été identifiées à nouveau en post-mortem. Ici, on est pendant la première année postnatale, et on voit donc que pour certaines régions, la myélinisation va commencer avant ou après ou au moment de la naissance, et que cette myélinisation va se faire plus ou moins rapidement en fonction des régions, avec, comme je vous le disais, une maturation précoce de tout ce qui est voie sensorimotrice et une maturation plus tardive et prolongée de tout ce qui est voie associative. Ce processus de myélinisation est supposé être impliqué dans la stabilisation des réseaux. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des processus d'élagage des connexions qui n'étaient pas utilisés, et on suppose que la myélinisation va un petit peu figer le système quand il a atteint son maximum de performance, même si bien sûr on va quand même avoir des phénomènes de plasticité qui vont pouvoir être observés même une fois que les réseaux sont myélinisés. Donc, en parallèle à ce développement, bien sûr, va se faire la spécialisation fonctionnelle du cortex avec la formation de différentes aires qui vont avoir des spécialisations fonctionnelles particulières. Donc ça va dépendre de multiples facteurs, notamment des facteurs qu'on dit intrinsèques, avec la formation de protocartes qui vont vraiment avoir une détermination génétique, donc avec l'expression de signaux moléculaires qui vont déjà préétablir les cartes. Puis, en parallèle, il va y avoir ces aires qui vont être soumises à des activités différentes, et cela va conduire au fur et à mesure à vraiment une spécialisation très précise des aires corticales. Donc, on connaît tous certains changements qui vont vraiment dépendre de l'activité que les réseaux vont avoir au cours du développement. Donc, ça, c'est l'exemple des colonnes de dominance oculaire. Donc, on sait qu'au niveau des cortex primaires, on a des neurones qui sont spécialisés pour les informations venant de l'œil gauche et d'autres de l'œil droit, avec une alternance ici. Et en fait, des expériences ont été menées chez les animaux où on avait suturé un des deux yeux. Et dans ce cas-là, en fait, on a une répartition de ces colonnes corticales qui est vraiment impactée. Et ces phénomènes-là vont en fait dépendre d'une plasticité, d'un élagage et d'une stabilisation des connexions qui vont être utilisées et pas des autres. Donc, si on essaye un peu de résumer tous les mécanismes qui vont être en jeu au cours du développement du cerveau, il y en a vraiment un très grand nombre. Et une des particularités est que ces mécanismes vont se superposer au cours du développement, donc ils vont être susceptibles d'interagir les uns avec les autres. Et si on s'intéresse à ce qui se passe de part et d'autre de la naissance, ici, pendant la première année notamment, on va voir que ces phénomènes ne sont pas du tout terminés, qu'ils vont conduire, donc, comme je l'ai déjà dit, à une sélection-stabilisation des connexions pertinentes, et que donc tous ces mécanismes vont vraiment être dépendants des perceptions, des expériences, des interactions sociales que le bébé va établir suite à la naissance. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer d'explorer ces mécanismes au cours du développement, in vivo, chez le bébé, donc plus avec des études post-mortem. Donc, dans la suite, je vais essayer de vous montrer comment on peut étudier les phénomènes de croissance et de plissement du cerveau, la maturation du cortex, le développement de la connectivité et la maturation de la substance blanche. Et pour cela, en fait, on utilise des techniques de neuroimagerie
qui vont nous permettre de mettre en relation les mécanismes cérébraux et comportementaux chez le bébé. On utilise en particulier l'imagerie par résonance magnétique, donc l'IRM, qui est en fait une technique qui est sensible aux molécules d'eau, dont le cerveau est essentiellement constitué, donc ça tombe bien. On réalise essentiellement des protocoles à 3 Tesla, pour lesquels en fait, on va utiliser différentes séquences d'acquisition pour essayer de voir différents processus de développement. Et on va réaliser des expériences pendant environ 45 minutes chez des nourrissons. Donc ça peut être des nourrissons sains, parce que cette technique d'IRM est une méthode complètement non invasive, donc on peut utiliser en recherche. Elle a l'intérêt majeur de permettre une excellente localisation spatiale, donc on va vraiment pouvoir voir les structures cérébrales, mais elle a aussi tout un tas de contraintes, notamment le fait qu'elle fasse énormément de bruit, donc il va falloir vraiment bien protéger les oreilles des bébés pour ne pas les embêter. C'est aussi une technique qui est très sensible au mouvement, donc un peu comme une photo, et on a une résolution temporelle qui n'est pas mauvaise, mais quand même pas très bonne, donc il va falloir être un peu judicieux pour faire des protocoles vraiment adaptés aux bébés et qui vont nous permettre d'avoir tout un tas d'informations tout en gardant un temps d'acquisition court. On va également avoir des contraintes dans le traitement des données quand on réalise des études chez le bébé. En effet, donc je vous ai mis ici à quoi ressemblent des images obtenues in utero, donc on va peu s'intéresser à ces images-là, mais un petit peu. Par contre, on étudie beaucoup ces données-là, obtenues chez des nouveau-nés prématurés et chez des nourrissons pendant la première année postnatale. Donc ça, ce sont exactement des images obtenues avec la même séquence, et vous voyez pourtant qu'elles ne se ressemblent pas du tout au cours du développement. On a des contrastes qui vont changer, bien sûr la taille du cerveau change aussi, et du coup ces changements de contraste sont liés à la maturation du cerveau, et il va falloir les prendre en compte quand on traite ces données. Du coup, on va avoir besoin d'outils vraiment dédiés pour l'acquisition et le post-traitement des données quand on fait des études chez le bébé. Donc, si on revient un petit peu au mécanisme de développement que nous avons évoqué tout à l'heure, on va pouvoir essayer d'étudier des mécanismes au sein du cortex, au sein de la substance blanche, avec différentes techniques d'IRM, des techniques dites d'IRM anatomique, des techniques de diffusion et d'autres techniques quantitatives où on va s'intéresser au temps de relaxation T1 et T2 pour voir la maturation. Alors, si on commence tout d'abord par les études de la croissance et des plissements du cerveau. Alors, pendant le dernier trimestre de grossesse, le cerveau grandit énormément et il va se plisser avec la formation de sillons et de gyri. Donc, c'est des choses que l'on peut voir en IRM en utilisant des images dites anatomiques. Ici, ce sont des images pondérées en T2 chez un nouveau-né prématuré et un nouveau-né à terme et un nourrisson. À partir de ces images-là, on va segmenter, c'est-à-dire séparer les différents tissus cérébraux, et à partir de ces segmentations, on va reconstruire en 3 dimensions les volumes cérébraux, notamment la surface corticale interne ici, qui correspond en fait à l'interface entre la substance blanche et le cortex. À partir de cela, on va pouvoir faire des mesures quantitatives qui vont nous traduire la croissance du cerveau, ici par exemple le volume cérébral, donc chez des nouveau-nés prématurés, des nouveau-nés à terme et des nourrissons. La naissance à terme se fait aux alentours de 40 semaines d'âge gestationnel. Et nous pouvons également mesurer l'accroissement de la surface corticale, donc, que l'on voit très apparente ici. Au-delà de cette croissance, on va pouvoir regarder les phénomènes de plissement au sein du cerveau. Donc, ces plissements ont sans doute des origines multiples, liées au fait que le cortex grandit considérablement, qu'il grandit plus vite que la substance blanche sous-jacente, et peut-être que les plissements permettraient en fait que des régions corticales qui, en surface, sont très éloignées, peuvent quand même rester proches dans l'espace et ainsi communiquer en des temps qui ne sont pas trop longs. Pour étudier ces phénomènes de plissement, on peut par exemple mesurer des indices qui vont faire des rapports de surface entre une surface plissée et une surface où on a fermé tous les plis. Et lorsque l'on fait ça, donc on obtient des indices que l'on peut mesurer en fonction de l'âge à nouveau. Et donc on voit une accélération considérable de ce plissement dans les dernières semaines pré-terme. Donc le terme encore à nouveau ici est à 40 semaines. Et on peut même modéliser le fait qu'il y a une accélération puis une décélération après la naissance à terme ici.
Ces phénomènes de plissement, du coup, ne se font pas de façon linéaire, mais on va observer différentes vagues de plissement. Donc, ce qui a été décrit depuis des années, c'est qu'on a tout d'abord la formation de plis primaires à partir de 14 semaines d'âge gestationnel, puis la formation de plissements secondaires, des petits embranchements, des petites ramifications à partir des plis primaires, et puis à nouveau une vague de plissement tertiaire à partir de la naissance à terme. Ben, cela, ce sont des choses que l'on peut essayer d'analyser avec des techniques récentes d'analyse des images, et notamment dans cette approche-là qui a été développée par David Germano et Julien Lefebvre, on a en fait réalisé une analyse spectrale de la gyrification. Donc l'idée grossière est qu'en fait on peut analyser la courbure de la surface corticale en fonction des fréquences spatiales. Donc des petites fréquences vont en fait correspondre à la forme globale du cerveau, tandis que des grandes fréquences vont nous donner de l'information sur des plis de petite taille. En utilisant cette méthode, en fait, on obtient des espèces de proxys des différents plis. Donc ces plis-là vont être caractérisés par des fréquences spatiales différentes. Et quand on les analyse au cours du développement, on observe qu'on peut avoir un marqueur des plis primaires dont le nombre en fait ne va pas varier au cours du développement, et on va avoir d'autres marqueurs de ce qui semble traduire les plis secondaires et les plis tertiaires. Et quand on regarde en fait leurs proportions relatives au cours du développement, on voit notamment que pour ces plis ici, en bleu clair, on a un pic aux alentours de 35-40 semaines qui pourrait bien correspondre, comme je le mentionnais, au plissement secondaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces plissements? Parce que ces plissements vont être des marqueurs morphologiques facilement mesurables de la façon dont le cerveau va se développer précocement. Donc pour vous mettre en évidence ça, je voudrais vous montrer des études qui ont comparé différents groupes de bébés et dans un premier temps des groupes de fœtus par rapport à des groupes de nouveau-nés prématurés qu'on avait imagés très tôt après la naissance. Alors, quand on compare ces images-là, obtenues in utero et ex utero, ce que l'on a observé donc chez ces nouveau-nés prématurés qui avaient un bon développement, c'est que les volumes cérébraux n'étaient pas différents entre les deux groupes. Par contre, quand on regarde l'évolution du plissement en fonction du développement, on voit qu'il présente des trajectoires différentes entre les fœtus et les nouveau-nés prématurés, ce qui nous suggère que ces marqueurs de plissement vont vraiment traduire d'une certaine façon le développement qui va vraiment changer au cours de la transition de in utero à ex utero. On peut également comparer des groupes de nouveau-nés prématurés différents. Donc, dans cette première étude, on avait comparé des nouveau-nés issus de grossesse simple avec des nouveau-nés jumeaux et des nouveau-nés avec retard de croissance intra-utérin. Et ce qu'on avait observé, c'est que chez les jumeaux, il y a un certain retard de développement, mais que ce retard est harmonieux dans tous les paramètres que l'on peut mesurer en imagerie. Donc on a un retard de plissement, mais ce retard-là se fait de la même façon que le retard de croissance volumique ou de croissance surfacique. Par contre, chez les nouveau-nés avec retard de croissance, ils ont un plissement qui est retardé, à nouveau, mais ce retard est moins important que le retard que l'on observe en volume et en surface, ce qui nous avait fait suggérer un retard disharmonieux du développement cérébral chez ces bébés. Dans une seconde étude qui nous a permis un suivi en longitudinal, c'est-à-dire le fait de voir les bébés à deux âges différents, on a pu confirmer l'impact de la gémellité et du poids de naissance sur les phénomènes de plissement. Et plus récemment, on s'est intéressé à des nouveau-nés prématurés imagés à terme. Et chez ces nouveau-nés, bien que la croissance cérébrale en termes de volume était très similaire à celle de nouveau-nés à terme, on a observé à nouveau un plissement qui est différent. Donc, à travers ces changements morphologiques, peut-être qu'on peut avoir un marqueur qui va nous donner de l'information sur un développement particulier du cerveau. Maintenant, si on s'intéresse à ce qui se passe au sein des tissus, donc avec le cortex tout d'abord, donc il y a une intense croissance volumique du cortex, ici chez le nouveau-né prématuré, puis ici après la naissance, jusqu'à 2 ans. Et en fait, ces changements morphologiques en volume vont sans doute traduire, bien évidemment, des changements de la microstructure du cortex. Pour essayer de mesurer ces changements microstructurels, on va essayer d'utiliser des techniques
plus quantitatives qui vont explorer les tissus de façon plus fine que les IRM anatomiques. Et pour cela, donc, on a accès à deux types de méthodes, l'IRM dite de relaxométrie et l'IRM de diffusion. Alors, si on commence tout d'abord par l'IRM de diffusion, donc qu'est-ce que c'est que la diffusion des molécules? C'est le fait que les molécules ne sont pas immobiles, mais elles bougent dans n'importe quel milieu. Donc, c'est le mouvement brownien décrit par Einstein au départ, où on met une goutte d'eau colorée et au fur et à mesure, elle va se distribuer partout. Cette diffusion, elle va se faire également dans n'importe quel tissu, sauf qu'elle ne va pas se faire de façon libre, mais elle va être contrainte par la microstructure du tissu. Les molécules d'eau vont soit se retrouver coincées dans les cellules, soit zigzaguer entre ces cellules. Alors, on peut mesurer ce phénomène-là en imagerie, en IRM, et c'est particulièrement intéressant quand on a des tissus qui ont une microstructure particulière, par exemple une organisation ici en fibres, parce que en fait, la diffusion des molécules ne va pas se faire du tout de la même façon dans le sens des fibres, où c'est très libre, par rapport au sens perpendiculaire, où les molécules vont rencontrer beaucoup plus de contraintes. Donc on peut modéliser ce qu'on appelle l'anisotropie de diffusion, le fait que la diffusion ne se fait pas de la même façon dans toutes les directions de l'espace, par un tenseur de diffusion ici. Et dans la suite, donc, je vais vous montrer des images qui sont issues de cette modélisation du tenseur, notamment des images d'anisotropie, où on voit ici très clairement la substance blanche qui a cette organisation comme ça, qui conduit à une forte anisotropie. Je vais aussi vous décrire des mesures de ce qu'on appelle la diffusivité parallèle, c'est-à-dire ce mouvement des molécules d'eau dans le sens principal, dans la direction principale du tenseur, et des mesures de diffusivité perpendiculaire dans l'axe orthogonal. Donc, si on revient au développement du cortex, je vous ai dit tout à l'heure qu'une fois que les neurones sont en place, ils vont commencer à développer des connexions entre eux. Et ce qu'on observe en fait avec l'imagerie de diffusion, c'est qu'initialement, ce cortex va avoir une organisation radiale qui va disparaître au fur et à mesure du développement, et cela va se traduire par des changements en IRM du tenseur de diffusion. Alors, si l'on regarde des images donc, obtenues à nouveau en longitudinal chez le même nouveau-né prématuré à 30 semaines d'âge gestationnel et à 40 semaines, on va voir dans le cortex, ici en périphérie, une anisotropie de diffusion que l'on perd au cours du développement. Et donc plusieurs études ont montré qu'on peut mesurer cette baisse de l'anisotropie de diffusion en fonction de l'âge. Ici, on est à l'âge du terme. Et cela se fait de façon concomitante avec des changements de la diffusivité parallèle. Donc ces changements vont se faire à des rythmes différents en fonction des régions cérébrales. Ici, on a des nouveau-nés prématurés qui ont des âges un petit peu différents, et on voit que leur microstructure change, mais de façon différente entre les régions. Et donc, dans une étude récente, on s'est demandé si on pouvait essayer de lier ces changements de microstructure avec les phénomènes de plissement, parce que vous voyez aussi que pendant cette période, donc, ce plissement se fait de façon considérable. Donc pour cela, on a essayé de combiner différentes méthodes. Cette analyse de spectra de la girification, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui nous donne des marqueurs des plis primaires, secondaires et tertiaires, et cette imagerie du tenseur de diffusion. En faisant ces mesures à 30 semaines, on a remarqué que dans ce qu'on a caractérisé comme les plis primaires, on a une microstructure qui est relativement avancée, qui est relativement complexe, mature. Et ensuite, si on regarde ce qui se passe plus tardivement, à 40 semaines, et qu'on regarde comment ça a changé entre ces deux âges-là, donc on regarde un taux de changement dans les paramètres de diffusion, dans les différents plis du cerveau, et bien nous avons remarqué que la microstructure change davantage dans nos plis dits secondaires, ce qui semble suggérer un lien entre le fait que le cortex se plisse et le fait que sa microstructure change. Bien sûr, à ce stade, on ne peut pas du tout dire quelle est la cause et quelle est la conséquence. Donc, pour essayer de voir ça, il faut qu'on explore davantage ces données et d'autres. On peut aussi s'intéresser à la maturation du cortex plus tardivement, au cours du développement, notamment chez des nourrissons, et revenir à des images pondérées dans les temps de relaxation, comme le T2.
Et il y a quelques années, François Leroy du laboratoire avait remarqué que en fait, le cortex primaire sensorimoteur avait un signal différent que les autres cortex qui suggérait une maturation plus précoce, plus intense. Et il avait proposé d'utiliser ces images-là pour caractériser la maturation des régions corticales. Et il avait obtenu pour la première fois in vivo des cartes de maturation très similaires à ce qui avait été décrit en post-mortem chez le bébé par Flechsig. Ce qui est intéressant sur ces images-là, c'est qu'on voit à nouveau qu'il y a un lien entre les changements microstructurels, les changements maturatifs et puis les changements volumiques. Les régions qui semblent déjà relativement matures, en fait, elles vont peu grandir en volume, tandis que des régions qui semblent très immatures vont, elles, avoir une croissance volumique très intense pendant la première année postnatale ici. Plus récemment, nous avons proposé avec Jessica Lebambert de caractériser ces phénomènes de maturation avec différents marqueurs, les temps de relaxation T1 et T2 et les indices de diffusion. Pourquoi utiliser différents marqueurs? Parce qu'en IRM, en fait, on a toujours des marqueurs indirects de la maturation et des mécanismes de développement, et donc que peut-être le fait d'utiliser différents marqueurs à la fois va nous aider à mieux caractériser les phénomènes maturatifs complexes que l'on voit. Donc, en utilisant ces paramètres-là, chez différents bébés, nous avons réalisé des analyses dites de clustering, c'est-à-dire nous avons cherché à regrouper, à mettre des labels sur des voxels qui présentaient des propriétés de microstructures similaires, et nous avons réalisé ça en considérant des bébés d'âge différents, mais nous les avons considérés tous ensemble. Quand nous avons réalisé cette étude, nous avons pu montrer que ces voxels ne se répartissent pas de façon aléatoire dans le cerveau, mais qu'ils vont déjà nous montrer la maturation asynchrone du cerveau, même à l'échelle individuelle, chez chaque bébé. Donc là, on voit très clairement apparaître les cortex sensorimoteurs primaires et auditifs primaires chez les différents bébés. Et au cours du développement, on voit que cette répartition demeure, mais pourtant chaque voxel va changer de catégorie de maturation puisque le cerveau globalement va devenir mature. Ça, ce sont des images que l'on a obtenues en considérant tous les bébés ensemble et ils montrent vraiment très clairement cette maturation asynchrone que je vous ai déjà décrite avec une maturation précoce des régions sensorimotrices, des régions auditives, des régions visuelles primaires chez le bébé. Donc, à nouveau, ici, on a des marqueurs de la maturation, mais ce sont vraiment des marqueurs indirects qui vont refléter les multiples mécanismes que je vous ai évoqués au début de cette présentation, avec les développements de l'arborisation dendritique, la synaptogénèse, la myélisation des fibres intracorticales, etc. Alors, qu'en est-il maintenant du développement de la connectivité? Est-ce qu'on peut voir ça en IRM? Alors, au niveau volumique, on observe que la substance blanche grandit aussi au cours du développement, bien sûr, mais elle va grandir à un rythme plus faible au départ, pendant les 2 premières années, alors que ce développement va s'accélérer par la suite. On va pouvoir à nouveau utiliser l'IRM de diffusion pour avoir accès à l'organisation des faisceaux, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ces faisceaux vont avoir une organisation des fibres particulière avec une anisotropie. Pour avoir accès à l'architecture des faisceaux, on va utiliser des algorithmes qu'on dit de tractographie qui vont nous permettre de suivre de proche en proche la direction principale de diffusion entre les différents voxels de cette image. Donc on suit de proche en proche et on va pouvoir reconstruire des fibres qui vont modéliser les trajectoires des faisceaux de substance blanche. Donc, ce sont des techniques qu'on peut appliquer déjà chez le nouveau-né prématuré, même si les faisceaux de fibres ne sont pas myélinisés. Et donc, on voit une connectivité à longue distance déjà en place, déjà très dense, parce que, comme on l'a décrit tout à l'heure, ces fibres à longue distance se sont déjà développées à l'âge de 30 semaines. Puis, chez le nourrisson, on peut identifier, disséquer in vivo les différents faisceaux qui sont en général décrits chez l'adulte. Donc ici, on a des représentations de ces faisceaux chez un nourrisson de 1 mois, ici chez un adulte, et en fait, on voit que l'architecture de ces faisceaux est déjà en place très tôt.
D'autres méthodes que l'on peut utiliser pour évaluer cette connectivité en développement est celle qui repose sur l'identification de connectomes structurels. Donc là, l'idée est un peu différente. On ne va pas chercher à disséquer les faisceaux du cerveau, mais on va regarder les connexions entre des paires de régions cérébrales, des régions corticales qui sont identifiées ici. Quand on fait ça, on mesure ce qu'on appelle une matrice de connectivité. Donc ici, on va avoir toutes les régions corticales identifiées, ici aussi, et chaque point ici va traduire l'intensité de connexion entre ces paires de régions. Quand on fait ça chez le nouveau-né, on obtient ce genre de matrice, et quand on compare ces matrices-là avec les matrices obtenues chez l'adulte, on observe une similarité qui est assez surprenante, même si ces connexions vont avoir des paramètres qui changent quand même au cours du développement. Donc ici, on a à nouveau ces matrices de connectivité obtenues chez des nourrissons à la naissance, à 1 an et à 2 ans. Donc vous voyez vraiment ces matrices très similaires, même s'il y a quelques petits changements qui se font de façon subtile ici. Donc, avec les méthodes d'imagerie basées sur l'IRM de diffusion, on voit cette connectivité qui est déjà en place très tôt, chez le nouveau-né prématuré, puis chez le nourrisson. Et pourtant, les faisceaux de substance blanche ne sont pas du tout encore matures, parce qu'il y a donc ce processus de myélinisation dont on a parlé tout à l'heure. Et ce processus-là, à nouveau, on va pouvoir le mesurer avec l'IRM de diffusion. Donc, et on va même pouvoir essayer de distinguer différents stades dans la progression de cette myélinisation. En effet, donc, si on part d'un faisceau initialement organisé en fibres et qu'on réfléchit à comment se passe la myélinisation, dans un premier temps, il va y avoir le développement des oligodendrocytes qui vont produire cette myéline. Donc ça va faire des petites cellules qui vont se développer un petit peu partout autour des fibres et puis qui vont commencer à faire pousser leur prolongement. Et ça va conduire en fait à une diminution des paramètres de diffusivité, mais sans changement de l'anisotropie qui est ici initialement présente parce qu'on a une organisation en fibres. Puis, dans un second temps, on a vraiment le processus de myélinisation avec l'enroulement de la gaine de myéline autour des axones. Et ça va conduire à une augmentation de l'anisotropie. C'est tout à fait ce qu'on observe à partir des images d'IRM de diffusion, donc ici obtenues chez un adulte, ici chez un nourrisson. Et lorsque l'on mesure ces paramètres au cours du développement, donc chez des nourrissons entre à peu près 1 mois et 4 mois d'âge postnatal ici, on voit vraiment cette augmentation d'anisotropie et ces baisses de diffusivité en fonction de l'âge. Donc, à travers l'IRM de diffusion, on va pouvoir avoir accès d'une certaine façon à la myélinisation et on va pouvoir aussi utiliser d'autres marqueurs en IRM, notamment essayer de directement mesurer quelle est la fraction d'eau dans la myéline. Donc pour cela, en fait, on utilise des méthodes un petit peu plus complexes où on essaye de mesurer précisément les caractéristiques de relaxation en chaque point de l'image. Donc pour cela, on fait des mesures répétées. Puis ensuite, on va essayer de modéliser le signal en considérant qu'il y a différents compartiments d'eau en chaque point de l'image. On va avoir des compartiments d'eau relativement libres, notamment au sein du liquide céphalorachidien, et puis des compartiments d'eau plus liés, notamment au sein de la myéline. En fait, cette myéline, elle est très imperméable, et donc quand l'eau est bloquée au sein de la myéline, elle ne va pas pouvoir relaxer facilement. Donc, quand on réalise ces types d'approches-là au cours du développement, on voit très bien cette progression de la myélinisation. Donc, la fraction d'eau ici est élevée dans les zones sombres, et on voit qu'au départ, on a une myélinisation surtout au sein des régions centrales, puis une progression au fur et à mesure du développement au cours de la première année postnatale. Donc on peut mesurer ça dans différents faisceaux, à nouveau, voir une variabilité chez le bébé, mais aussi des différences chez l'adulte de cette myélinisation. Par le passé, donc, avec Sofia Kulikova, on s'est intéressé à nouveau à essayer d'utiliser différents marqueurs en IRM pour mieux caractériser la maturation de la substance blanche. Et dans cette étude-là en particulier, elle avait proposé d'utiliser une distance de maturation par rapport au stade adulte pour vraiment caractériser dans tout un tas de faisceaux la maturation progressive au cours du développement chez des nourrissons. Donc ici, plus la distance est faible, plus on a un faisceau qui est mature.
Et donc on voit que pour différents faisceaux, on a une maturation différente, et puis également des changements différents avec des pentes qui sont plus élevées dans les faisceaux les moins matures que dans les faisceaux qui sont déjà matures. Donc ça se traduit par le fait que cette distance de maturation ici va être dépendante de l'âge, avec en fait une décroissance qui se fait de façon exponentielle. Et puis cette maturation, elle va dépendre du faisceau, et on a pu faire intervenir un délai relatif de maturation des différents faisceaux. Alors peut-être une façon plus compréhensible de regarder ça est sur ces cartes-là, où on a codé en couleur cette maturation, donc pour des différents faisceaux. Et on voit très clairement qu'on a une maturation précoce de tout ce qui est faisceau de projection, une maturation plus tardive des faisceaux associatifs. Mais là, l'intérêt de cette approche-là, c'est qu'on peut aller plus loin et directement mesurer le délai de maturation entre chaque paire de faisceaux. Et donc quand on a fait ça et puis qu'on somme tous ces délais-là, on voit que globalement, pendant la première année postnatale, ici en 47 semaines vont se faire beaucoup de changements, on voit qu'on a une progression vraiment très, très intense de cette maturation de la substance blanche. Donc finalement, pourquoi regarder tous ces changements anatomiques? On voit qu'ils sont très variés, très nombreux, qu'il y a de multiples approches relativement complexes qu'on peut utiliser. Mais finalement, ce qu'on souhaite, c'est essayer de mettre en relation ces marqueurs anatomiques du développement du cerveau avec le développement fonctionnel du bébé et se dire, finalement, par exemple, ces changements de minimisation, comment est-ce qu'ils vont se traduire fonctionnellement pendant cette première année où le bébé change tant. Donc pour essayer d'illustrer cela, je vais m'intéresser à deux exemples en particulier. Le premier sur la maturation du système visuel. Donc on sait tous que ce système va changer de façon considérable après la naissance, et une façon assez simple, peut-être un peu naïve de regarder ça, est de faire des mesures en potentiel évoqué, en EEG. Donc on place un filet d'électrode sur la tête du bébé, on mesure l'activité cérébrale, et puis on peut par exemple regarder la première onde positive de réponse à un stimulus, ce que l'on appelle la P1. Et ce que l'on sait décrit depuis des années, c'est que la latence, le temps auquel on mesure cette P1, en fait, change considérablement après la naissance. À la naissance, il est entre 250 et 300 millisecondes, et puis à seulement 4 mois après la naissance, on a déjà quasiment atteint la valeur asymptotique adulte, autour de 100-120 millisecondes. Et les gens disaient, en fait, cette diminution de latence, ça va être lié à une augmentation de la vitesse de conduction de l'information nerveuse dans les fibres, et ça va être lié à la minimisation. Donc pour essayer de valider ce point-là, et puis de mettre en évidence que vraiment avec nos marqueurs anatomiques, on est pertinent au niveau fonctionnel, on a mesuré cette vitesse de conduction en fonction de l'âge chez des nourrissons âgés de 1 à 4 mois, et puis on a essayé de corréler ça avec nos mesures en IRM de diffusion au sein des radiations optiques. Donc ces radiations optiques-là, on a vu qu'elles avaient une maturation très précoce, une minimisation qui commence à la naissance et qui se fait en quelques mois. Et effectivement, quand on a comparé nos mesures en EEG ici de vitesse et nos mesures en IRM de diffusion, on a vu qu'il y avait une très forte corrélation entre les deux, avec des vitesses plus élevées dans des fibres qui présentent une microstructure déjà plus mature que dans d'autres pour des bébés qui sont moins avancés en termes de développement. Plus récemment, on a essayé de généraliser ces résultats-là dans une deuxième étude réalisée donc avec Parvana Adipour et bien sûr Ghislaine Dehaene. Donc dans cette expérience-là, les stimuli visuels n'étaient pas présentés au centre du champ visuel, mais ils étaient présentés de façon latérale dans un hémichamp de vue. Et cela, en fait, ça génère tout d'abord des réponses dans l'hémisphère contralatéral, opposé à la stimulation, puis une réponse dans l'hémisphère ipsilatéral. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un transfert de ces réponses-là vers l'autre hémisphère via, nous le supposions, via les fibres interhémisphériques du corps calleux. Donc nous avons mesuré ces différents temps de réponse. Nous avons observé qu'ils changent tous en fonction de l'âge des bébés. Et puis, comme dans l'étude précédente, nous avons comparé ces mesures fonctionnelles en EEG avec nos mesures anatomiques en IRM de diffusion. Dans un premier temps, on a exactement répliqué le résultat précédent, c'est-à-dire que la vitesse de l'onde P1 est directement liée à la maturation des radiations optiques. Et puis, on a été un petit peu plus loin et on a montré que la vitesse du transfert d'informations
de l'hémisphère contralatéral à l'hémisphère ipsilatéral, et lui, en fait, dépendant de la maturation des fibres interhémisphériques, ici du corps calleux. Donc, globalement, en fait, quand on a accès à des mesures anatomiques précises de la maturation de la substance blanche, eh bien, on va aussi avoir des indications sur la maturation fonctionnelle de ce réseau. L'autre exemple que je voudrais aborder avant de terminer concerne le réseau du langage et en particulier sa latéralisation. Donc on sait par des études de neuroimagerie fonctionnelle que je n'ai pas du tout abordées aujourd'hui que ce ne sont pas toutes les régions cérébrales qui vont répondre à des stimuli langagiers chez le bébé. Donc il y a des études en spectroscopie en proche infrarouge réalisées par Ghislaine Dehaene en collaboration avec l'équipe de Fabrice Valois à Amiens qui montrent que chez le nouveau-né prématuré déjà, ce sont essentiellement des régions localisées autour de la scissure de Sylvius, ici, ce qu'on appelle les régions périsylviennes, qui vont répondre à des stimuli langagiers d'une façon similaire à ce qu'on observe chez l'adulte. Et puis, il y a ces études, donc toujours de Ghislaine, en IRM fonctionnel, où on voit à nouveau ces réponses des régions périsylviennes à l'écoute de langage. Donc, on a déjà un réseau précoce impliqué dans la perception du langage, et il y a certains signes montrant qu'il y a une latéralisation fonctionnelle de ce réseau. Donc, vous savez tous que c'est essentiellement notre hémisphère gauche chez l'adulte qui va traiter les stimuli langagiers. Et bien, chez le bébé, on a déjà des marqueurs qui suggèrent que c'est aussi le cas. Donc, il y a des études comportementales qui décrivent que le bébé va mieux percevoir les sons perçus dans son oreille droite, ou lorsqu'il va développer tout ce qui est pointage communicatif, il va peut-être davantage utiliser sa main droite. Donc ça, ce sont des choses qui suggèrent que peut-être l'hémisphère gauche est plus impliqué. Et puis, en imagerie fonctionnelle, Ghislaine et Stanislas avaient donc décrit cette latéralisation, notamment au niveau du planum temporalis chez le bébé. Alors, est-ce que cette latéralisation fonctionnelle va reposer sur une latéralisation de la structure, de l'anatomie du cerveau? Il semblerait que oui, donc on a tout un tas d'évidences qui suggèrent cela. Tout d'abord, lorsqu'on regarde la croissance et le plissement des régions périsylviennes, on voit qu'elles ne sont pas développées de la même façon dans les deux hémisphères. En particulier, chez le nouveau-né prématuré, on voit qu'au niveau du planum et puis de la région qui va contribuer à la région de Broca, on a un développement plus important dans l'hémisphère gauche chez le nouveau-né prématuré. On a un sillon temporal supérieur ici qui est plus plissé dans l'hémisphère droit, et ce développement-là asymétrique des deux hémisphères se retrouve chez le nourrisson plus tardivement et également chez l'adulte. On a aussi des indications montrant que la microstructure, la maturation du cortex n'est pas la même dans les deux hémisphères. Donc on a deux études en particulier. Cette étude à nouveau de François Leroy qui avait mesuré donc, la maturation de différents sillons d'intérêt. Et donc il avait montré que ce sillon temporal supérieur, ici, avait une maturation plus avancée dans l'hémisphère droit que dans l'hémisphère gauche. Et plus récemment, en IRM de diffusion, avec Cindy Roland, on a également mis en évidence cette région-là, du sillon temporal supérieur, qui semble en fait avoir peut-être une maturation plus précoce initialement à droite, mais avec des changements intenses qui font que ultérieurement c'est l'hémisphère gauche qui est plus mature. Donc on a des différences entre les deux hémisphères, des différences anatomiques qui pourraient sous-tendre la latéralisation fonctionnelle que l'on observe. Et puis on a également des différences de connectivité entre les deux hémisphères. Donc ce qui est décrit chez l'adulte, c'est par exemple que le faisceau arqué, ce faisceau qui va connecter les régions temporopariétales avec les régions frontales impliquées dans le réseau du langage, ce faisceau, il est beaucoup plus développé dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit. Et bien ça, nous l'avons retrouvé chez les nourrissons entre 1 et 5 mois. Et lorsque nous nous sommes intéressés à tous les faisceaux qui sont impliqués dans le réseau du langage et qu'on a fait des mesures en IRM de diffusion de leur maturation entre les deux hémisphères, on a retrouvé cette asymétrie très forte du faisceau arqué chez le bébé et chez l'adulte, mais pas dans les autres faisceaux. Donc probablement, ce faisceau-là va vraiment jouer un rôle très important dans la latéralisation fonctionnelle du réseau du langage, puisqu'il a un volume et une microstructure qui est beaucoup plus avancée dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit, dès des stades très précoces du développement. Plus récemment, on a essayé de mieux comprendre ces phénomènes de développement de la latérisation des réponses auditives chez le bébé. Donc, ce sont à nouveau des études réalisées par Parvana Adipour avec Ghislaine Dehaene en potentiel évoqué en EEG.
Donc, dans cette étude-là, on présentait en fait des stimuli auditifs de façon latérale, c'est-à-dire uniquement dans une oreille à la fois. Et lorsque l'on fait ça, en fait, on observe, c'est pas comme pour le système visuel, on n'arrive pas bien à distinguer les réponses dans l'hémisphère contralatéral et dans l'hémisphère ipsilatéral, parce que les deux voies de réponse sont fonctionnelles dans le cerveau humain et déjà chez le bébé. Par contre, on peut quand même faire des mesures de latence dans les deux côtés suite à une stimulation latérale, du côté contralatéral, du côté ipsilatéral et de façon indépendante dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère gauche quand on présente les stimuli des deux côtés. Alors, lorsque nous avons fait ça chez des nourrissons, donc c'est une étude réalisée par Ghislaine avec Marie-Laure Moutard aux hôpitaux de Bicêtre, elles avaient étudié des nourrissons au développement typique comparés à des nourrissons avec agénésie du corps calleux. Donc, ce sont des bébés qui n'ont en fait pas ces connexions entre les deux hémisphères. Parvenait à mesurer les temps de réponse de ces réponses-là, contralatérales, ipsilatérales, dans les deux hémisphères. Et ce qu'elle a remarqué, c'est qu'en fait, les différences ont des latences relativement similaires entre tous les bébés, sauf pour un type de réponse particulière, qui sont des réponses dans l'hémisphère ipsilatéral, dans l'hémisphère gauche, et uniquement chez les nourrissons avec corps calleux, des nourrissons avec développement typique. Ça nous a conduit à suggérer qu'il va y avoir en fait un transfert d'informations différent entre les hémisphères, et que le transfert de l'hémisphère contralatéral à ipsilatéral va se faire essentiellement via les fibres calleuses et de façon asymétrique en faveur de l'hémisphère gauche, comme si toutes les informations langagières auditives devaient être transférées à l'hémisphère gauche pour qu'il puisse les traiter. Et dans le cas où en fait les nourrissons n'ont pas ces fibres calleuses qui permettent ce transfert serait moins important, d'où nos résultats. Pour essayer de mieux comprendre ces mécanismes, dans un autre groupe de nourrissons, nous avons en fait essayé de relier la vitesse de cette réponse particulière, cette réponse ipsilatérale gauche, avec la maturation des fibres calleuses, à nouveau mesurée en IRM de diffusion, et nous avons observé une tendance, pas énorme, mais peut-être nous permettant de conforter nos résultats, ou en tout cas de se dire que c'est une piste intéressante qu'il faut continuer d'explorer plus avant. Dernier petit exemple pour vous montrer l'intérêt de regarder le développement anatomique du cerveau du bébé par rapport à son développement fonctionnel. Donc, c'est une étude ici réalisée uniquement en IRM de diffusion, dans laquelle nous avons considéré tous les faisceaux qui sont possiblement impliqués dans le traitement du langage chez le bébé. Et en général, on les répartit dans deux voies différentes, une voie ventrale ici et une voie dorsale ici. Alors, avec nos indices de diffusion, nous avons comparé leur maturation. Et ce qu'on a observé chez le bébé, c'est qu'on a d'abord une maturation très intense des faisceaux de la voie ventrale, ici. Donc, ces faisceaux qui sont ici en rouge et ici en vert. Et ça, c'est en relativement bon accord avec ce qu'on sait du développement de ces différentes voies au cours de l'évolution. En effet, cette voie ventrale, c'est surtout celle-là qui est observée chez des primates non humains, tandis que la voie dorsale serait plus caractéristique de l'espèce humaine. Mais ce qu'on a aussi observé chez le bébé, c'est que, oui, il y a une maturation retardée de la voie dorsale, mais cette maturation va quand même être très intense au cours des premiers mois après la naissance. Et ça nous a semblé vraiment pertinent, parce que cette voie dorsale, on sait qu'elle est impliquée dans tout ce qui est traitement phonétique des sons du langage, et puis aussi parce qu'elle va permettre de mettre en relation des aspects multimodaux de traitement du langage. Donc, pour un bébé, entendre des stimuli langagiers, ce n'est pas seulement les entendre de façon auditive, mais c'est aussi regarder quelqu'un qui lui parle, essayer de comprendre comment ces sons peut-être ont été formés pour pouvoir les imiter, les produire de façon motrice. Et donc cette voie dorsale, elle est impliquée dans cette intégration multimodale. Et le fait qu'elle ait une maturation vraiment très intense pendant les premiers mois après la naissance suggère que cette intégration peut-être se fait vraiment de façon très importante pour permettre au bébé de rentrer dans des processus d'imitation avec les personnes de son environnement. Donc pour conclure, j'espère vous avoir montré que dès la naissance, on a une architecture très précoce du cerveau du nourrisson qui a des phénomènes multiples de maturation,
de plasticité, avec des périodes sensibles qui vont dépendre des fonctions cérébrales. Il y a tout un tas de facteurs qui vont être impliqués, des facteurs bien sûr génétiques, maturationnels, et puis des facteurs qui vont vraiment dépendre de l'activité des réseaux, avec un rôle très important de l'environnement. Donc ces processus-là vont se dérouler de façon asynchrone entre les fonctions, et pourtant le bébé, même si toutes ces fonctions ne sont pas au même stade de maturation, il va être en mesure de commencer à intégrer les informations multimodales venant de son environnement. Et en fait, tout ce développement particulier va permettre à chaque petit homme de développer ces différentes fonctions avec relativement une certaine stabilité entre ce développement et également une certaine variabilité, puisque les bébés vont développer tous les mêmes fonctions s'ils sont dans un bon environnement, mais de façon un peu différente. Et pour essayer de comprendre vraiment la complexité de ces phénomènes-là, à mon avis, aujourd'hui, on est tous d'accord en recherche pour se dire qu'il faut réaliser de plus en plus d'études longitudinales, donc pendant lesquelles on suit le développement des enfants, et de combiner différentes approches de neuroimagerie, mais également de comportement, pour comprendre ce développement chez des bébés qui vont bien, mais aussi chez des bébés qui vont développer des troubles du neurodéveloppement. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, puis je remercie tous mes collègues, donc surtout Ghislaine Dehaene-Lambert et Lucie Spagna à Neurospin, et puis également tous les bébés et les parents qui participent à ces recherches. Merci. Merci beaucoup, Jessica. C'est vraiment un festival d'images extraordinaire. C'est une fierté de Neurospin, je dois dire, cette recherche sur le développement. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres centres qui soient capables d'aligner toutes les images que tu as pu montrer aujourd'hui. Donc merci pour la synthèse qui est ouverte à toutes vos questions. Peut-être poser une première question moi-même. Enfin, on voit bien la structure de ce cerveau du bébé, mais on ne voit pas encore la décomposition en aires cérébrales bien distinctes. Enfin, on la voit peu, en tout cas, par le biais de la myélisation. Et quand est-ce qu'on va voir les aires de Brodmann chez le bébé? Est-ce qu'on pourrait les voir? En termes de cytoarchitecture, les marqueurs qu'on a en IRM que je vous ai montré tout à l'heure vont effectivement dépendre de multiples mécanismes, dont la cytoarchitecture, mais aussi, comme tu le disais, de la myélisation, etc. Donc pour essayer de mieux les distinguer, il va falloir que l'on essaye de monter en résolution spatiale pour être plus fin. Je pense que ça devrait être possible avec ce qu'il est possible maintenant de faire avec notamment le nouvel IRM à 3 Tesla de Neurospin, où vraiment on a des mesures plus fines, parce que toutes les images que j'ai montrées ont resté quand même à un 8-2 mm de résolution spatiale, donc on devrait pouvoir descendre et être plus fin.